Bonjour, alors dans cette quatrième séquence, je vous propose de réfléchir au lapsus. Alors imaginez la scène, nous sommes au début du XXe siècle, une jeune femme écoute le discours de sa mère qui lui demande de passer une journée avec un homme particulièrement antipathique, mais qui, pense-t-elle, sera pour sa fille un bon parti. À l'issue de la journée, elle lui demande comment sa fille l'a trouvé. Et la jeune femme s'exclame « Maman, il était absolument adorable ». On peut penser que la jeune femme dont Freud nous relate le symptôme, entre guillemets, puisqu'un lapsus c'est un symptôme, dans son livre La psychopathologie de la vie quotidienne, écrit en 1901, que cette jeune femme n'a fait qu'une erreur d'élocution. Et on pourrait lui trouver tout un tas d'explications logiques, neurodyslexiques. Ou on pourrait aussi balayer tout ça d'un revers de main et de dire que ce genre de ratage ont aussi peu d'importance que de sens. Mais on peut aussi y prêter l'oreille et l'attention. Et à ce moment-là, qu'entend-on? Eh bien que quelque chose, ou plutôt que d'un certain endroit, dans les pensées, ça a réfléchi. Et ça a réfléchi très vite, à une combinaison de mots, à l'insu de la personne elle-même, puisque le sujet qu'il énonce en est tout aussi surpris que son interlocuteur. Comme si cette production-là était étrangère un peu à tous les deux, tout en étant en même temps très intime à l'auteur. Combinaison de mots rapides et efficaces, devant faire passer une idée en un seul mot, un peu comme dans les rêves, une idée conflictuelle, subversive, agressive parfois, ou tout ça tout à la fois, un mot d'esprit et en même temps de l'ironie. Pour faire plaisir et penser répondre à la demande de l'autre, en l'occurrence la mère, mais aussi la morale, les bonnes mœurs, c'était sûrement le mot adorable qui pouvait convenir. Mais bien entendu, la jeune fille rêvait mieux en termes de prince charmant. Cet homme-là lui paraissait plutôt horrible. Et quelle meilleure association que de combiner les deux dans un mariage néologismatique adorable. C'est tout ce travail qui, comme dans les mécanismes du rêve, de l'oubli, des actes manqués, du mot d'esprit, bref, des productions de l'inconscient, c'est tout ce travail qui s'organise au moment de la genèse d'un lapsus. Les lapsus, comme toute production de l'inconscient, sont de formidables témoignages de l'existence même de cet inconscient, de l'existence, c'est-à-dire d'une intimité extérieure, ou comme disait Lacan, d'une extimité. Intimité étrangère qui nous précède et en même temps nous échappe et dit quelque chose que nous ne savions pas vouloir dire ainsi à ce moment. René Char le dit magistralement dans cet aphorisme, « Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux ». Et si on imagine qu'il n'existe pas cette censure au quotidien de certains sujets par la morale, comme quelque chose à caractère violent ou sexuel, est-ce que les lapsus apparaîtraient encore comme la marque de ce qu'on voudrait réellement dire sans pouvoir le faire? Eh bien oui, cette question, elle parle déjà de censure, de morale, autrement dit de ce fameux surmoi, cette instance qui vient de l'extérieur, puisqu'elle nous vient de l'éducation parentale, instance que Freud a théorisée dans sa deuxième topique, fait suite à une première théorisation que Freud avait fait à partir de 1900, en individualisant les trois registres conscient, préconscient et inconscient. Et puis, dans son ouvrage Au-delà du principe de plaisir en 1920, il théorisa donc ces trois nouveaux registres sur moi, moi et ça, et on peut les retrouver synthétisés dans un schéma assez connu d'une sorte de grand iceberg où se répartissent les différents registres. La morale, donc, exerce une censure, notamment, comme vous l'avez épinglé dans votre question, sur les choses à caractère sexuel, des choses plus ou moins violentes ou ayant une thématique agressive. Et cette morale fabrique une sorte de barrage, un barrage à dire qui s'oppose à un abaissement d'une tension. Cette poussée à dire, je dis poussée pour évoquer la question de la pulsion, rencontre donc une contrainte, une sorte de retenue
qu'on peut par exemple entendre dans la formule qu'on peut se dire dans sa tête, non, ça ne se fait pas, il faudrait que ce soit comme ceci, ou il ne faudrait pas que ce soit comme cela, ou je dois, ou je ne dois pas. Bref, ce sont des règles morales que l'enfant très rapidement introjecte, hein, c'est-à-dire il va les faire siennes, les imprimer dans son psychisme et les reconnaître ensuite comme émanant de lui-même, comme allant de soi. Ces règles-là, donc je l'ai déjà dit, hein, proviennent de l'autorité parentale ou des faisant fonction de parents, et on les suit ensuite de façon relativement automatique, et on peut pendant sa vie se mettre à les interroger, ou pas d'ailleurs, hein. Cette envie de dire, de faire ou même de penser, me revient comme ça un lapsus où un monsieur avait été invité dans une réception organisée par une dame, et au moment du repas, il est en face de cette dame qui a organisé la soirée, et il n'a Dieu que pour la belle robe qui laisse entrevoir une partie du décolleté de la dame, et évidemment ça crée une tension chez lui. Il veut lui dire quelque chose en rapport avec ceci, mais évidemment il n'en a pas le droit, enfin il se l'interdit, et bien il va parler de quelque chose de plus neutre en disant je vous félicite pour cet appartement si bien décoré, et il fait un lapsus et il lui dit je vous félicite pour cet appartement si bien décolleté. Le barrage moral, la censure que rencontre l'envie de dire, source d'ailleurs du sentiment de culpabilité, suscite une tension, hein, on l'a dit, une sorte de déplaisir, et le lapsus sera en fait comme une soupape de décompression, une valve de détente à l'égard du déplaisir, qui dans l'économie psychique va donc soulager un peu cette contrainte entre envie et interdiction, hein, dans une sorte de visée d'apaisement, mais cet apaisement ne sera toujours que partiel, parce que souvent il suscite un nouvel embarras, pour le dire comme ça. Eh bien, évidemment, s'il n'y avait pas cette barrière morale, il n'y aurait certainement pas besoin d'en passer par un lapsus qui témoigne du conflit en réalité, hein, c'est-à-dire d'une envie de dire quelque chose et de la répression, de la barrière morale qui vient dire « eh oh !» un petit peu comme la douane dont je prenais l'exemple dans la séquence consacrée au rêve. Donc s'il n'y avait pas de censure, s'il n'y avait pas de surmoi, s'il n'y avait pas de morale, il n'y aurait certainement pas de lapsus, mais on se retrouverait là face à d'autres difficultés parce qu'on serait dans une sorte d'élan pulsionnel à ciel ouvert, et sans retenue, sans limite, sans une certaine réserve ou une certaine pudeur par rapport à l'autre aussi, hein, à ne pas heurter la sensibilité, le territoire de l'autre, et finalement cette censure nous permet aussi en partie, tant bien que mal je dirais, d'essayer de vivre ensemble. Les lapsus peuvent être de parole, hein, c'est-à-dire les lapsus linguae, ou bien d'écriture. On peut faire un lapsus calami. Il viendra dans tous les cas dire quelque chose qui ne peut pas se dire tel quel. Soutenons avec le psychanalyste Juan David Nasio que si le sujet ignore la portée de l'acte de dire, le dire, lui, paraît savoir. Et que sait-il au juste? Eh bien, on pourrait dire le moment et la manière de se dire. Examinons un autre exemple de lapsus. Et si vous voulez passer des moments instructifs et drôles, lisez ou relisez La psychopathologie de la vie quotidienne de Freud. Ce livre regorge d'exemples cliniques qui illustrent ces productions de l'inconscient, qui plus est fonctionnant dans des langues différentes. Il s'agit là d'un mot manuscrit transmis par un ami de Freud. Une personne admise dans un sanatorium pour y soigner une affection respiratoire écrit à un de ses parents chez qui vient d'être diagnostiquée la même maladie. Et il lui recommande de s'adresser à tel professeur particulièrement compétent dans le domaine.
Le patient nourrissait toutefois une vieille rancœur à l'égard de ce professeur qui un jour lui avait refusé la rédaction d'un certificat. Et quand son ami reçut la lettre, il constata l'erreur et la fit remarquer à son ami. Il était écrit: je te recommande sans plus attendre d'aller voir le professeur X pour l'insulter. Évidemment, le mot juste était pour le consulter. Insulter est venu ici à la place de consulter, dans une espèce d'opportunité, je dirais, qui prenait appui sur l'envie, la proposition d'aller effectivement consulter ce professeur, et en même temps, la possibilité d'aller dire clairement ce que l'auteur de cet écrit pensait à ce moment-là, sans filtre, du professeur en question. Alors les lapsus seraient la preuve, par leur défaillance incontrôlée, qu'on est constamment en train de maîtriser certaines pensées sans nous en rendre compte. Alors oui, les lapsus sont effectivement une preuve, comme je le disais avant, de l'existence de l'inconscient, mais aussi d'un conflit qui se déroule dans cet inconscient même. Alors, vous dites par leur défaillance incontrôlée, c'est vrai, c'est incontrôlé, c'est d'ailleurs grâce à ça qu'ils émergent. Défaillance, je ne sais pas trop, oui et non, puisque je dirais à ce moment-là, c'est la réussite d'un échec, on pourrait dire, hein, ou l'inverse, c'est un échec, entre guillemets, qui réussit à dire quelque chose, hein. On a l'habitude de dire que le lapsus est une sorte de ratage, mais c'est une réussite pour l'inconscient qui a réussi à faire passer quelque chose malgré la douane. Et est-ce que ça veut dire, est-ce qu'ils sont la preuve que nous sommes constamment en train de maîtriser certaines pensées sans nous en rendre compte? Alors, constamment, je ne sais pas, mais beaucoup en tout cas, oui. Et en train de maîtriser, eh bien, en l'occurrence, oui et non, puisque l'apparition d'un lapsus, c'est justement un moment de lâchage de la maîtrise, hein. C'est un moment où le contrôle eh ben, était un petit peu comme ça dans les nuages, et ça a permis en douce de faire passer quelque chose. Et c'est justement, sans s'en rendre compte, c'est dans des moments comme ça qu'on peut se rendre compte que quelque chose se passe en nous, et que même quand on fait mine de pas trop y réfléchir, eh bien, quelque part, ça réfléchit en nous. Notez que la faille est aussi une déclinaison du verbe falloir, hein, qu'il faille. En français, c'est assez intéressant parce que ça, justement, ça souligne la question d'une espèce d'exigence ou de devoir de falloir. Il faut faire ceci ou cela, et qu'il faille faire ceci ou cela souligne la faille, et donc la possibilité que ça rate, hein, et qu'il y ait un écart. Alors bien sûr, les lapsus peuvent créer des impairs, blesser une susceptibilité, mais peuvent aussi faire rire, surprendre, nous faire réfléchir à ce qui les a fait naître et aux messages conflictuels qu'ils tentent de laisser entendre. De tels actes manqués sont des ratages au sens d'une justesse grammaticale, hein, comme je disais avant, lexicale, scolaire, mais sont de vraies réussites en termes d'inconscient et de notre nature humaine, de sujet en proie à des conflits, qui sont l'essence même d'ailleurs de la névrose, à savoir la recherche d'une sorte de point de compromis entre des pensées qui tirent dans une direction, dans la direction de leur satisfaction, et leur propre répression. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 points impossibles à atteindre pour les humains, c'est le tout, le rien et le juste milieu. Eh bien, le lapsus est une espèce de compromis qui n'est finalement ni tout réussi, ni tout raté, hein, c'est-à-dire pas rien non plus, et ce n'est pas non plus un juste milieu, c'est une espèce de dérapage de la langue tout à fait intéressant. Un film montre
une série comme ça de lapsus, alors de manière un peu caricaturale, mais relativement juste cliniquement et parfois assez drôle, dans une espèce d'équilibre entre humour, désir, gravité et vérité médicale, si on peut dire. C'est le film avec Fabrice Lucchini, Un homme pressé. Et est-ce qu'il serait possible de travailler sur ces angoisses pour éviter de se faire surprendre par ces lapsus en situation de stress? Alors oui, en l'occurrence, ça s'appelle aussi faire une psychanalyse, travailler sur ses angoisses. Alors, je ne sais pas s'il faut absolument éviter de se faire surprendre par les lapsus, puisqu'encore une fois, c'est quelque chose qui peut nous apprendre des choses, donc ça peut être intéressant. Évidemment, il vaut mieux pas que ça tombe dans un moment où l'autre personne pourrait ne pas du tout supporter ou entendre. Mais notez bien que, par exemple, dans des situations où surtout, on se dit surtout là, il ne faudrait pas qu'il y ait de lapsus, il ne faut surtout pas que je fasse un- un dérapage parce que ça pourrait être mal interprété. C'est très souvent dans des moments justement comme ça où le contrôle est très tendu, très tous azimuts comme ça, qu'il y a quelque chose qui lâche et qui fait que, eh bien, par exemple, hein, je ne sais pas, une cérémonie d'enterrement ou dans un moment où il faut absolument garder le silence, et là, pouf, il y a quelque chose qui rate alors qu'on avait prévu de faire un discours, par exemple, très, très policé, très réussi, avec aucun mot de travers, et ben, badaboum, il y a justement une peau de banane qui se glisse sous sous la chaussure, et, pardon, et il y a ce lapsus qui témoigne finalement de notre nature divisée, pour le dire comme ça. Mais alors, à quoi peut servir le lapsus quand il révèle une idée refoulée qui vient troubler ou même contredire le discours initial? Ça doit être parfois difficile de rebondir après avoir été embarrassé par ça. Et bien justement, le lapsus est là pour, si on lui prête attention, pour nous apprendre des choses sur, je dirais presque le fond de notre pensée, hein, et celle-ci n'est pas toujours aussi propre, aussi lisse, aussi bien élevée qu'on pourrait le penser. Euh, Effectivement, ça peut même contredire ce qu'on venait de dire à l'instant, euh, comme si là, il y avait une espèce de rappel qui disait, mais qu'est-ce que tu racontes donc, quoi? Enfin, tu sais bien que c'est pas ça que tu penses de cette personne-là, hein, comme les deux exemples que, que j'ai cités. Et que faire après, une fois qu'un lapsus une fois qu'on l'a lâché, une fois qu'on a lâché le morceau, eh bien, déjà, c'est de l'accepter, de le reconnaître, de reconnaître son existence, par conséquent, de reconnaître l'existence d'un inconscient chez soi, ce qui implique l'acceptation d'un conflit, de quelque chose qui n'est pas nickel, carré, d'équerre, hein, comme on dit. Il y a plein de manières comme ça de vouloir évoquer le côté, un certain idéal, qui renvoie d'ailleurs au narcissisme, hein, puisqu'on se voudrait sans aucune aspérité. Et donc reconnaître ceci, et puis éventuellement en rire, parce que, comme j'ai dit, parfois c'est drôle, ou prier la personne de nous excuser parce que là, il y a quelque chose de notre langue à fourcher, espérant qu'elle le prenne pas mal, mais après, ça dépend de la capacité de chacun à supporter, au fond, les écarts, hein, pour le dire comme ça. Et puis, voilà, se dire qu'on est tous dans une même galère d'humanité, et que malgré tous nos efforts, malgré une très bonne éducation, malgré une sorte de gentillesse de fond comme ça, ou hein, jamais faire de mal à une mouche, sage comme une image, eh bien malgré tout ça, nous restons des individus conflictuels, et notre inconscient se charge de nous le faire savoir, de nous le rappeler, et c'est ça qui nous humanise aussi au fond. De toute façon, comme on dit, commettre un lapsus, c'est tout sauf un crime. C'est plutôt un signe rassurant, c'est le signe de l'existence d'un conflit inconscient et donc d'une certaine normalité.
dans notre condition humaine, soumise aux lois de la parole et à un imaginaire et à des pulsions et à des désirs, bref. D'ailleurs, regardez si vous pouvez observer ou prêter attention à certains discours politiques. Il y en a des tout à fait gratinés, des lapsus. Euh, je crois que c'est toujours très instructif. Voilà, j'espère que cette manière d'avoir présenté les lapsus vous aura intéressé et apporté un peu de réflexion. Et je vous invite à faire attention au prochain vôtre lapsus pour essayer d'en tirer quelque chose. Au revoir.